J'espère que vous avez la journée parce qu'on passe, on va attaquer un gros poisson. Je vais pas vous mentir. Alors, nous séparons le Moyen-Âge, enfin dans le cours c'est séparé en 2 périodes. Ok, mais on n'est pas spécialement obligé de séparer les 2 périodes, mais moi j'ai séparé les 2 périodes. Voilà, et j'ai fait un tableau comme un peu comme la préhistoire, au comparatif du au Moyen-Âge et du Moyen-Âge. Vous connaissez la gimmick, conditions matérielles, conditions culturelles et conditions sociales de vie. Et puis on fait les héritages, vous captez. On se rappelle, remember, à la fin de l'Antiquité, les Germains ils nous ont envahi. Et donc dans nos régions il y a les Francs qui ont fait un comeback. Enfin ils ont pas fait un comeback, qui ont fait un com juste. Avant qu'ils prennent un peu le pouvoir, il y avait des Germains qui attaquaient, qui étaient en mode on va niquer l'empire. Et après il y avait les Germains qui étaient en mode coucou, on peut avoir un asile. Et du coup ils sont intégrés petit à petit à l'empire. Et puis au final ils ont retourné leur veste et ils ont fait tomber l'empire. Mais ça c'est trop de détails de l'histoire. Donc ça c'est les premières migrations vraiment. Les premiers changements de population qu'il y a dans le Moyen-Âge, c'est toutes les populations germaines et barbares qui s'intègrent dans nos régions. Dans tout l'espace de l'empire, mais dans nos régions. Surtout les Francs. Voilà. Entre le Lorraine et la Somme. Et ce que je vais raconter c'est un mix de conditions matérielles et conditions sociales. J'ai un peu tout whipping. Je vais vous préciser quand c'est quoi, vous avez assez du jote. Naît alors la super dynastie des Mérovingiens. Je le fais en very rapide, very court historiquement parce qu'on n'a pas toute la journée vraiment. Le soleil ça va me casser la tête. Je suis désolée pour la lumière. Le soleil, il y a les nuages qui vont devant, qui partent. Je ne peux pas maîtriser l'investissement malheureusement. En les Mérovingiens c'est le nom de la dynastie, mais leur peuple c'est les Gallo-Romains plus les Francs, aka nos ancêtres. Donc les Mérovingiens, le pic du mérovingianisme c'est Clovis. Voilà, Clovis qui va se convertir au catholicisme et qui du coup va transformer son empire en empire catholique. Petite précision pas hyper importante mais quand même, en fait c'est anachronique de parler de catholicisme parce que le catholicisme apparaît à partir du moment où il y a du protestantisme. Du coup c'est juste il se convertit au christianisme et c'est un empire chrétien. Voilà. J'ai oublié de dire que tous les peuples germains qui sont arrivés, tous se sont séparés de l'ancien empire romain qui n'existe plus. Donc le territoire des Francs c'est pas tout l'empire romain, c'est juste genre un peu la France de maintenant et la Belgique, genre c'est une petite zone. Au pic de l'empire ce sera genre la France, une partie de l'Italie, une partie de l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Autriche. Voilà, vous voyez un peu la zone de l'Europe que ça nous a pris. Les Mérovingiens, Clovis, catholicisme, ok, début d'un empire, début, royaume des Francs d'abord. Puis il y a les Carolingiens qui commencent avec Pépin le Bref. Il y a plein d'histoires de trahison, de trucs. On n'a pas le temps de voir ça. Mais retenir, après Pépin le Bref, Charlemagne, qui n'a pas inventé l'école. Je suis désolée de vous l'apprendre, c'est un mensonge historique. Alors Charlemagne, c'est un peu le BG de la street qui pense être. C'est, je pense, après Louis XIV ou avant Louis XIV, le roi qui a régné le plus longtemps. Donc c'est vraiment un big BG de la street. Et pendant son très long règne, il a étendu l'empire. C'est vraiment genre toute la France, un peu l'Espagne, un peu l'Italie, un peu l'Allemagne. Genre il est partout le gadji. En 800, il se fait couronner empereur. Son royaume devient un empire parce que du coup il est couronné empereur. Et c'est le nouvel empire romain. Pourquoi romain? Mais ils sont tous obsessés avec les romains ici. Donc le nouvel empire romain d'Occident. Et on se rappelle que l'empire romain d'Orient, il survit hein. Ah, il est toujours là, il tombera bien plus tard, dans les années genre 1400. Donc il va tenir 1000 ans de plus. Malheureusement, en 843, il clams notre très cher Charlemagne. Et donc, on va prendre une décision parce qu'on a un énorme empire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et il a 3 petits-fils. Donc on se dit, bah on va séparer l'empire aux 3 petits-fils. Donc nous allons avoir un petit-fils qui va prendre l'empire allemand Zahma, donc l'Allemagne, tout ça. Un petit-fils qui va prendre tout ce qui est la France, et un petit-fils qui va prendre ce qui reste au milieu et qui vont devenir plein d'états indépendants et séparés après. Vous captez comment c'est divisé, voilà. Alors, à partir de ce moment-là, bon ça avait déjà commencé un peu avant, mais il y a les Vikings qui viennent du nord et les Hongrois qui viennent, ça va du sud, qui viennent un peu faire des tentatives de percer dans l'empire. Donc les gens ils ont un peu peur. Du coup les vassaux, on va expliquer le système dans 2 secondes. Ils font des alliances et tout, et il y a des fights, et donc il y a des combats dans l'empire entre vassaux, mais aussi contre les Vikings, mais c'est un peu le bordel. À partir de ce moment-là, on passe dans le Moyen-Âge, ok. Donc jusque là, l'empire, il était géré par une personne, ok. Enfin, il avait des conseillers tous armés, mais c'était le chef du délire.
Et puis, j'ai dit de la merde, donc je vous réenregistrer ça. Donc à l'époque, le roi est de plus en plus faible. Genre vraiment, ils servent à rien les rois de France, ok. Du coup, les principautés, donc les petits morcellements dont on a parlé là avec les vassaux machin, elles ont de plus en plus de pouvoir. Donc le chef de la principauté, il a ses vassaux en dessous de lui, qui en gros il leur donne des terres et des titres, et eux en échange lui promettent une loyauté et un soutien surtout en temps de guerre. Puis ensuite ces vassaux eux-mêmes, ils ont encore des vassaux en dessous, qui ont encore des vassaux en dessous, et ainsi de suite, jusqu'à arriver aux simples chevaliers qui combattent pour eux, et qui ont aussi un lien de on te donne une petite terre, un peu d'argent, voilà, un petit titre de chevalier, et tu combats pour moi. Voilà. Et c'est toute une pyramide comme ça où les gens dépendent les uns des autres. Et le roi est censé être tout en haut, mais il n'est pas trop compétent, le roi. Et donc dans ces comtés, dans ces duchés, dans ces trucs, il y a des seigneuries. Ok, donc c'est une petite partie de territoire. La seigneurie qui est du coup gérée par un seigneur, et c'est les vassaux. Le seigneur, il a son château, et c'est un peu genre le centre de toute la seigneurie. Donc je vous mets le petit schéma là. Donc vous voyez, il y a le château, le dessin est banger, hein. Et il y a tout un réseau de routes qui part partout vers la ville, les débuts de ville. Ça c'est vraiment plus vers la moitié du Moyen-Âge / fin que vraiment les villes elles sont là. Et donc la ville c'est d'abord un bourg, donc un ensemble de petites habitations comme ça autour d'un ancien port. Voilà, parce que c'est là où il commence à avoir des petits lieux d'artisanat et tout, et le fait d'être proche d'un fleuve, c'est banger pour genre faire du commerce et transporter tes produits et tout. Voilà, donc la ville, et autour de la ville on crée une enceinte parce que faut protéger les gens genre. Ensuite cette ville, il y a des portes et chaque porte c'est genre l'entrée dans la ville, et tu vas payer une taxe et tout pour rentrer dans la ville. C'est un peu fancy genre. Toutes ces routes elles vont partout dans le royaume, elles vont à la seigneurie et elles vont dans les bois. Genre quand tu rentres dans le bois tu as le village, ok. Autour du village t'as aussi les champs of course, parce que c'est des paysans, les gens qui vivent dans le village. Et le village est vraiment organisé autour de l'église. Donc t'as l'église au centre et les petits villages autour de l'église. Puis les champs et puis la forêt. Voilà. Il y a aussi des terres agricoles autour du château et tout, parce qu'il y a des gens qui vivent dans le château. Il y en a aussi autour de la ville. Enfin voilà. Globalement l'espace c'est de l'agriculture. Avec les villes et les villages un peu qui commencent un peu à être des lieux fréquentés et des lieux importants, il y a des nouveaux métiers qui commencent à apparaître, c'est-à-dire les artisans. Donc c'est ce que je disais, c'est ceux qui vivent dans la ville et qui font les trucs et qui après font du commerce pour les vendre. Les marchands, donc les gens qui vont vendre, et donc c'est des nouvelles classes sociales. Voilà, d'abord on a les paysans, puis on a les gens qui sont un peu artisans et tout, qui commencent à se faire un peu de l'argent, puis on a la noblesse, puis on a le clergé, mais ils sont un peu kiff-kiff. Le clergé, la noblesse, et évidemment the king. Et donc les marchands, tout ça, il commence à y avoir des foires et des marchés pour vendre, tout simplement, parce que c'est plus facile quand les gens viennent à toi pour acheter que quand toi tu dois aller vers les gens pour acheter. On parlera de comment ils vivent à la campagne, dans les villes, dans les châteaux et tout plus tard. J'ai une partie où on sépare chaque truc, ok. Alors les conditions culturelles de vie. Tout d'abord l'école, l'instruction, l'éducation. C'est le début du système scolaire, c'est pour ça qu'on dit Charlemagne qui a inventé l'école. Au 8e siècle, il va installer des écoles près des monastères et des cathédrales. Donc l'instruction élémentaire, genre lire, écrire, calculer, va être donnée par des prêtres aux enfants du village. C'est un peu le même programme que les gallo-romains pour les plus level-head. C'est genre du latin, de la connaissance des textes sacrés, la grammaire, la rhétorique, la dialectique, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, la musique, voilà. Ça c'est vraiment pour les level-head, les gens un peu plus hauts. Et c'est l'église évidemment qui gère tout ça, as usual. En parlant de monopole de l'église, c'est vraiment genre la période de l'évangélisation. On est toujours au Moyen-Âge là, donc première partie du Moyen-Âge. C'est-à-dire que le christianisme, après que Clovis se soit converti, va se répandre partout, dans les campagnes et tout. D'abord dans les villes, of course. Enfin, je l'ai déjà dit dans une vidéo je pense, mais la plupart des choses qui arrivent dans le monde, les grands changements, ça commence dans les villes et puis ça se... Tout du long de ces vidéos vous allez vous en rendre compte, c'est une folie. Bref, ça floppe un peu, du coup à partir de genre 600, il y a des missionnaires qui vont être envoyés dans les campagnes et tout, mais même chose, ça floppe. Les gens ils continuent à être païens, mais le fait que ça devienne la religion du royaume, sage de l'empire, et la religion du souverain, ça va faire que ça va vraiment être adopté par tout le monde. Et du coup les comportements et les mœurs des gens vont tout doucement être modifiés par les mœurs
et les coutumes chrétiennes. L'islam apparaît en 622 à la Mecque, vous-même vous savez, et puis s'étend dans tout le monde arabe. Ça s'étend pas mal jusque en Espagne, chez nous. À partir du Xe siècle, il y a clash entre islam et catholicisme, et donc c'est les croisades. Voilà, où ils vont tenter récupérer Jérusalem, qui est aux mains des Arabes. Les croisades elles vont durer, je sais plus combien il y en a eu, mais c'est vraiment long, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, à partir du XIVe siècle, on approche de la fin du Moyen-Âge, on commence à avoir des guerres rangées, parce que l'artillerie est là. Donc il faut genre des formations militaires et tout, pour les canons machin. Et ça va entraîner beaucoup de changements aussi, notamment sur les châteaux. Le fait qu'il y ait de l'artillerie maintenant. Voilà. Bon, je suis désolée, vous connaissez les aléas du direct. Ma caméra était plate et puis j'ai étudié toute la journée. Je viens de revenir dans la salle. Oui, je suis vraiment en pressure de sport, mais j'ai beaucoup trop chaud, d'accord. Je suis désolée si cette vision vous effraie. Vous allez survivre, je vous promets que ça va aller la team. J'allais vous parler des conditions culturelles dans le Moyen-Âge. Tout d'abord, dans les domaines de l'instruction, tout ça, il y a les premières universités qui commencent à ouvrir à partir du XIIe siècle. C'est des universités où il y a autant des futurs clercs, donc des gens religieux, que des étudiants laïcs, c'est-à-dire des gens qui vont pas être dans la religion. Mais des gens un peu fancy quand même, parce que c'est... il faut la moula. C'est les gens qui vont occuper des fonctions du coup religieuses, politiques ou administratives ou juridiques, et un peu médicales vers la fin, mais les médecins ils sont pas trop in au Moyen-Âge, ok, c'est pas la folie folle. La méthode, c'est une méthode scolastique. Je ne connaissais pas ce mot, j'ai appris le mot. Donc c'est des lectures et des exposés oraux où après on discute de ce qui a été dit. Entre petits débats et tout. Toujours les écoles municipales dans chaque village et des écoles privées pour vraiment les big richos où l'éducation elle est lente. Comme d'hab, c'est contrôlé par l'église. Vous êtes forts. Et on y apprend sa langue maternelle, on y apprend le calcul, les langues étrangères, l'écriture, mais l'écriture rapide et lisible. Typiquement pour faire des bons one-copistes. Copier un max de livres, un max de bibles dans le minimum de temps imparti. En parlant de l'église, les prêtres commencent à vivre dans des ababaïs, comme dirait ma petite sœur, des abbayes et des cathédrales. Enfin, les cathédrales ils vivent pas dedans. Genre les cathédrales c'est les églises, mais les églises. Bref. À partir du IIe siècle aussi, il y a les convictions personnelles qui commencent à prendre le dessus sur les rites. Les gens sont toujours chrétiens, mais ils prennent la religion un peu à leur sauce. Ils sont moins dans les... Il commence à y avoir un peu des mécontentements vers la fin. L'église elle matche pas les attentes et les besoins spirituels des gens. Parce que je sais pas si vous captez, mais l'église au Moyen-Âge, c'est vraiment des fous des bois. C'est vraiment... Au début ça va, mais plus t'avances, plus c'est juste... Ils sont là pour la moula, c'est la corruption, c'est... On ne suit plus du tout les préceptes de la religion et juste on fait les fous. Genre vraiment les papes à l'époque, mais aïe, des papes t'as très peur. Ouais, je vous invite à aller voir la vidéo de Doc7 où il parle des papes, qui est très bien faite. Voilà, si ça vous intéresse. Un des leviers de pouvoir de l'église, c'est être en mode il y a le diable et tout, si vous ne nous écoutez pas, vous allez tomber aux mains du diable. Et donc il y a un peu opposition de la figure du diable et de la figure de Dieu, qui est un grand seigneur, entouré de ses vassaux, aka le système politique à l'époque. Pieux, il a de l'humanité, il a de la bonté, et il y a tout le délire de l'enfant Jésus souffrant. Voilà, c'est un peu la figure de l'homme médiéval qui souffre au travail, mais qui continue d'être là pour les autres. Je ne souhaite pas transmettre mon dégoût de l'église à l'époque. Dans les conditions sociales, il n'y a pas grand chose, j'en ai déjà globalement parlé, mais au Moyen-Âge, il y a les rois et les nobles qui commencent à être instaurés, qui commencent à arriver de nouveaux systèmes. Au Moyen-Âge, il y a les corporations, ça c'est bien, surtout dans les villes. En gros, c'est les caisses d'aide, il y a la corporation des bouchers, et tous les bouchers ils payent un peu à la corporation, et si un jour il y a un boucher, il se pète la jambe, et ben les gens ils payent pour lui et il s'occupe de sa famille et il l'aide le temps que sa jambe elle aille mieux. Vous captez, genre vraiment c'est un peu les syndicats de l'époque. J'aime bien le concept. Et comme j'ai dit, il y a les seigneurs, système féodal, vous-même vous savez. On va parler à présent de la vie dans différents endroits au Moyen-Âge. Tout d'abord la vie dans les villes. Donc les villes, il y a de plus en plus de gens qui vont travailler dedans, parce que c'est là où il y a les artisanats et tout, là où il y a le commerce, et comme les gens ils aiment la thune, ils vont là où il y a la thune, et donc c'est de plus en plus expansion. Donc ils doivent construire une deuxième enceinte. Donc il y a la ville avec la première enceinte, et puis il y a des gens qui viennent vivre autour de l'enceinte parce que à l'intérieur c'est... Et du coup ils construisent une deuxième enceinte. Sauf que RIP, il y a la peste qui arrive
et qui bute un tiers de la population. Et du coup bah ça sert à rien et ces enceintes ne seront jamais remplies. D'ailleurs sachez que la population du Moyen-Âge a été réatteinte, je pense genre dans les années 1900. Alors les rues au Moyen-Âge se composaient comme suit. Vous aviez la rue qui était globalement assez étroite. Au-dessus de vos gueules vous aviez des maisons à encorbellement comme ça qui... Il y avait un peu de lumière, vous étiez tout oppressé. Il y avait les boutiques en bas avec plein de gens et tout, et les artisans vivaient au-dessus des boutiques. Voilà. Et en fait tu payais le sol. C'est pour ça que les maisons à encorbellement ont existé, parce qu'en gros le concept c'était tu construis ta maison qui prend le moins de place possible sur le sol, et après tu fais des étages qui vont bien en avant, hop, comme ça tu gagnes de la place. Smarty smart. Mais du coup ça faisait impression de enfermement genre, parce que t'avais du coup des maisons qui... Et vraiment les gens ils étaient comme ça, genre ils étaient en mode coucou, ou limite tu pouvais t'embrasser de fenêtre à fenêtre. C'était pour Roméo et Juliette, ça aurait été nice ça. Ils auraient dû y penser les gars. Alors au centre de la rue tu as également une espèce de rigole qui sert à mettre tous les détritus. Je vous dis pas l'hygiène et l'odeur, je sais pas comment ils faisaient mais ils ont survécu. Non pas trop puisque la peste hein, mais you know. Voilà, en plus des détritus au centre de la rue, il y a aussi des animaux dans la rue. Donc vraiment on est au top de l'odeur, de la propreté, c'est parfait. D'ailleurs on va reparler de l'hygiène après, mais tu m'étonnes que la peste a tué un tiers de la population quoi. Comme j'ai dit, le sol il appartient aux seigneurs. Sauf que ça commence à embêter les marchands, parce qu'ils sont en mode non en fait moi j'aime l'argent, j'aime la vie, je cultive pas le sol, pourquoi je devrais payer, tu vois, genre juste je vis dessus. Du coup il y a des petites négociations, ils négocient des droits, des devoirs, il y a des chartes qui commencent à être créées, notamment la charte de Oui en Belgique. Donc ça c'est un signe que le peuple, hein, la populace commence à avoir un peu le pouvoir. Voilà, il y a notamment dans les bourgs du coup des premiers bourgmestres, le chef du bourg, qui commencent à être mis en place et qui sont dans l'hôtel de ville et qui voilà gèrent un peu l'administration, les droits, les devoirs des gens, les taxes, les impôts. C'est un peu le début de système actuel des communes. Okay. Et tout ce qui est grand marchand, homme d'affaires et tout commence à prendre vraiment de plus en plus de place dans la société, parce que quand tu as l'argent tu as le pouvoir. Et les nobles et le clergé, bon le clergé ils sont vraiment pas censés avoir d'argent, les nobles ils pourraient, mais vraiment les nobles ruinés c'est un running gag de l'histoire. Genre ils sont toujours là, ils ont toujours été là et ils resteront là jusqu'à la fin des temps. No hate pour les nobles, no hate pour l'aristocratie qui fait des rallyes. Ça c'est pour la vie in the city. Concernant la vie à la campagne, ils suivent le calendrier agricole dans leur life. Alors je vais pas vous refaire tout son truc de penser comme des enfants, parce qu'elle m'a saoulée avec ça. Ils vivent au gré des saisons et au gré de ce qui se passe. Enfin parce que comme littéralement les cultures, c'est un peu comme maintenant, enfin je connais pas trop l'agriculture actuellement, hein, je suis pas une experte, je vis à Bruxelles quoi. Oh putain, oh là là, oh, je viens de vous traiter de provinciaux. Je suis désolée, mais pour qui me prends-je? Mais genre en été c'est en mode, c'est les moissons, du coup ils travaillent beaucoup, et en hiver ils travaillent moins parce que du coup il y a moins à cultiver. Enfin vous avez capté. Par rapport au travail agricole, on commence à perfectionner les méthodes et les outils. Voilà, on a des machines un peu plus performantes et tout. On cultive plusieurs trucs. Tu cultives plus juste du blé, tu peux faire genre du blé, de l'orge, pas des patates, j'allais dire des patates mais il n'y avait pas de patates à l'époque. Du chou, je sais pas ce qui poussait en Belgique à l'époque, ok? Je suis tellement habituée aux cultures actuelles que I don't know. Mais vous avez capté, il n'y a pas encore de gros bétail, genre les vaches, les bœufs et tout. Alors pour construire leur village, je vous ai dit que c'était au centre de la forêt. Mais du coup, parfois il y a des clairières assez grandes pour accueillir un village, mais souvent ils doivent déforester. Et même ils déforestent pour avoir leur champ. Ça va donner les noms parce que c'est sarré ou mettre en neuf. Et du coup ça va donner des noms de bleds comme Neuchâteau. Si vous habitez en Wallonie, vous connaissez d'office du village où il y a Sarre, Rixensart. J'ai trouvé à partir du 14e siècle la maison rurale. Avant jusque là c'était comme les maisons de la préhistoire là. Ça commence à updater un peu. Ils vivent plus qu'à une famille dedans. Ça reste quand même petit, mais ils séparent les animaux. Ils font une annexe avec un grenier sur pilotis pour pas que les animaux mangent dedans, une bergerie, enfin voilà, ils commencent à faire un peu des annexes. Et il y a 3 cellules. Comme j'ai dit, l'agriculture se diversifie vraiment, les cultures. Typiquement, ils cultivent plus que des trucs pour manger, ils cultivent aussi pour les artisans, genre du lin, de la laine, pour les tisserands, enfin voilà. Et il y a les légumes qui commencent à apparaître, donc genre le chou et tout comme j'ai dit, et le gros bétail. Voilà. Par contre leur repas, ça reste toujours bancal. C'est de la soupe, de la bouillie et du pain. C'est tout, ils mangent pas de fou parce qu'en fait tout ce qu'ils produisent, ils le donnent, ils le vendent pour quasi rien. Alors, la vie au monastère et en ababaï, comme dirait ma petite sœur. Je vais jamais lâcher cette ref, jamais de ma vie je lâche cette ref. Personne n'a le contexte et l'explication, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas, juste accepté que je dise ababaï, merci. Donc les gens qui vivent dans ces
des monuments religieux. Ils suivent une règle. Donc il y a la règle de Saint Benoît, la règle de Saint François, et c'est une manière de vivre selon un des saints de la religion. Typiquement la règle de Saint Benoît, c'est travailler et prier pour Dieu. Voilà, donc c'est typiquement les moines copistes, les moines qui vont aussi travailler dans les champs, les moines qui brassent, et c'est globalement la plupart des abbayes qu'il y avait dans nos régions. Enfin, abbaye monastère, vous aurez capté. C'est des bâtiments assez grands, imposants, silencieux, qui sont au milieu des bois, loin des villages, parce qu'ils ont besoin de se retirer loin du monde, de s'éloigner de la civilisation, pour vraiment genre être en eux, en leur spiritualité avec Dieu, genre. C'est souvent des moines qui font vœu de silence aussi. Et après, au centre de tout ça, nous avons un grand cloître qui donne sur le ciel, sur Dieu, pour toujours représenter cette communion et cette spiritualité, ce contact avec le Seigneur. Ensuite, la vie en château. Donc le château, il y a la partie genre où il y a le riche et tout, où il y a le noble qui vit, et sa famille et sa cour, et après il y a genre des petites maisons dans l'enceinte du château, mais genre vraiment un peu. À la base c'est vraiment juste un truc de défense en bois, et puis petit à petit on commence à avoir de la pierre, on améliore le truc pour les rendre imprenables. Donc on met des meurtrières, on a les remparts, on a le pont-levis, on met un donjon, le donjon qui est l'endroit le plus éloigné possible du pont-levis. En gros c'est la dernière pièce qui sera prise si le château est pris, et c'est l'endroit le mieux gardé du château. Ils vivent bien dans le château, les nobles ils vivent bien. Vers la fin de la période ils font genre des big banquets et tout, c'est là le foisonnement, la richesse, l'argent, c'est le foisonnement de la bouffe. On se rappelle les paysans ils mangent quoi? De la bouillie, eux ils mangent quoi? Je sais pas, j'ai pas la liste, mais ils mangent bien. Et donc le château c'est aussi, comme c'est là où vit le noble, qui dirige un peu tout, c'est un peu genre le pic administratif. Genre si tu dois régler une affaire de justice, tu dois régler une affaire d'impôt et tout, c'est là que tu vas. Et du coup il est en haut, en hauteur. Déjà pour dominer la région en mode regardez c'est là que vit le mec qui nous dirige, et en même temps pour les attaques, parce que c'est bien de voir les ennemis arriver de loin et que c'est plus compliqué d'attaquer un truc sur une colline et tout. Bref, je vais pas vous faire un cours de stratégie militaire, c'est pas dans mes skills. Nous arrivons au héritage. Tout d'abord l'hygiène, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais c'est la cata castor. Aïe 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 aïe. En fait la religion fait comprendre que la chair c'est méprisable, et du coup se laver, toucher son corps, iou, on touche pas. Donc les gens se lavent pas trop. Voilà, il y a des tentatives hein, des gens qui sont en mode on va relancer les bains publics, ça part en cacahuète, donc ils laissent tomber. Donc globalement l'hygiène c'est déplorable, et on s'étonne qu'un tiers de la population meurt de la peste hein, après tout. En parlant de la peste, on va parler de la population et de l'expansion de celle-ci. Du coup vers 400 comme j'ai dit il y a les peuples de Germanie qui arrivent, première migration dans nos régions. Il y a aussi des peuples de l'Est et des Baltiques qui arrivent, des gens de Scandinavie, donc les Vikings, tout ça, qui viennent. Enfin voilà, il commence à y avoir un petit melting pot européen toujours, mais petit melting pot chez nous. La population du coup elle grandit beaucoup parce que les cultures sont de plus en plus rentables, donc il y a de moins en moins de famine, donc les gens ils mangent bien, les gens ils font des gosses, il y a de moins en moins de gens qui meurent, donc la population elle fait bon. Par contre il y a besoin de place, donc on sarre et on met à neuf beaucoup. Mais en 1350, donc vers la fin du Moyen-Âge, il y a la Big Peste Noire. Il y en a plusieurs d'ailleurs, je pense, qui arrivent, et là c'est l'hécatombe, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Concernant l'écriture, il y a les premiers livres qui commencent à apparaître, les premiers cahiers, où en gros ils prenaient des parchemins qui tissaient entre eux et après ils recopiaient globalement la Bible, mais aussi d'autres écrits, et ça c'est globalement fait par les moines. En 770, il y a la minuscule Caroline, Charlemagne, parce que Caroline, vous captez, t'as une police d'écriture toute petite et bien élégante, et c'est ça qu'on retrouve dans la plupart des ouvrages de cette époque là. Voilà, et vers 700 il y a aussi les enluminures qui apparaissent. Donc c'est vraiment genre tout un art, mais un art pour les riches, parce que du coup ça prend beaucoup de temps de copier tout ça à la main, les dessins, les belles lettrines, traiter le parchemin, le coudre, c'est du boulot. Donc c'est pour les richos. C'est ce qui concerne les vêtements. À partir du 14e siècle, on passe des vêtements comme à la préhistoire et l'antiquité, genre juste des tuniques en lin, à des trucs un peu plus fancy chez les riches, hein, parce que les pauvres ils ont pas le temps de s'habiller, genre. Donc des trucs un peu plus fancy, un peu plus... et il y a les effets de mode qui commencent à apparaître. Voilà, en mode wesh Marie elle porte du bleu, bah maintenant on va tous porter du bleu. Bref, oh la caricature, mais vous comprenez. Donc comme j'ai dit, comme les paysans ils vivent au gré des cultures et des saisons, il y a des moments genre
en hiver où ils n'ont pas grand chose à faire. Donc c'est des jours où ils chôment. Et donc c'est à ce moment-là où ils vont faire des petites fêtes dans les villages, voilà, des petites foires, des petits chants, des petites danses. C'est un peu ambiance, un peu fun. C'est des trucs un peu, c'est genre des kermesses, des petites soirées au coin du feu. C'est rien de bien extravagant, mais ça les amuse. Voilà. Alors que chez les nobles, vous-même vous savez, c'est les tournois, la chasse, les spectacles, les petits jeux de société, eux ils vivent. Et en ville c'est un peu les mêmes loisirs, mais moins raffinés, parce que Hardy c'est pas les nobles, c'est la ville. Pour finir on va parler de leur conception de l'espace et du temps. Genre dans l'espace il y a leur village, le château, un peu les champs, peut-être les petites provinces alentours, mais le reste du monde c'est le grand inconnu. C'est vraiment genre... What is that? Ils sont en mode la Terre c'est le centre du monde déjà pour eux, s'ils ont conscience déjà qu'ils sont sur une planète. Non parce que vraiment et ils ont vraiment genre pour eux l'inconnu c'est des pays fabuleux, des trucs qu'ils verront jamais, où il y a des licornes, des trucs, vous captez. Tout ce qui est le ciel aussi, le ciel c'est très religieux, mais d'abord ils sont en mode il y a 7 ciels, d'où l'expression monter au 7e ciel. Et puis il y en a 3. Donc il y a le ciel matériel, c'est-à-dire celui qu'on voit avec les étoiles et tout. Le ciel spirituel, là où il y a les anges qui vivent. Et on finit avec le ciel intellectuel, c'est là qu'il y a les élus de Dieu et Dieu lui-même, c'est le paradis quoi. Pour eux Jérusalem est au centre du monde, de la terre, et autour il y a l'Europe où il y a le christianisme, l'Asie où c'est des païens un peu bizarres, on sait pas ce qu'ils font là, et l'Afrique / le Moyen-Orient où ça c'est l'islam, mais c'est vraiment genre très restreint quoi, c'est un peu un cercle. Ils ont pas une hyper bonne mémoire, ils se rappellent pas de tous les événements, de tout ce qui s'est passé, et ils confondent parfois le passé et le présent. On dirait vraiment qu'ils sont cons, hein, ça me fait de la peine. Comme le temps des paysans c'est lent et c'est de la routine, je pense que ça participe au fait qu'ils se perdent dans là où ils en sont. Les gens qui vivent dans le clergé ils ont des instruments de mesure, genre des petits sabliers et tout. Au 14e on invente l'horloge mécanique qui commence à se répandre petit à petit, d'abord publiquement, genre sur les places et tout, et puis dans le privé. Et on passe aussi de l'idée que le temps est cyclique et que ça ne va jamais s'arrêter à la conception du christianisme où il y a un début à l'humanité et une fin. Voilà, avec la création du monde et l'apocalypse. Et finalement on date les événements avant et après la naissance de Jésus-Christ. Ça commence à cette époque là, notre terminologie actuelle. J'espère que cette petite vidéo sur le Moyen-Âge a été claire. Je pense avoir tout couvert, mais j'ai l'impression qu'elle était facile à expliquer pour une fois cette synthèse. Sur ce, je vous dis à bientôt pour les temps modernes.